Maxime Switek. Le journal de 8h présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. À la recherche de la vérité, 3 familles de victimes de l'accident du bus scolaire de Millas vont se constituer partie civile. Des familles reçues aujourd'hui par le préfet des Pyrénées-Orientales. Les autres titres, Jean-Philippe. Facebook assigné en justice par un boulanger auvergnat. Une page a été mystérieusement créée pour faire fuir sa clientèle. Récit dans ce journal. En Russie, la voie est libre pour Vladimir Poutine. Son principal opposant est interdit d'élection. Nous irons à Moscou. Et puis vous avez l'intention de jeûner entre 2 réveillons. C'est une mauvaise idée. Les conseils d'une nutritionniste à la fin de ce journal. Elles vont donc avoir accès au dossier. Les familles des victimes de l'accident du bus scolaire de Millas. 3 d'entre elles décident de se constituer partie civile. Chanel Petit, des familles qui veulent avoir le sentiment d'agir, tout simplement. Oui, consulter les témoignages, par exemple, les auditions ou encore les enquêtes des policiers. Salomé Legrand a pu joindre Maître Collard. Elle représente 2 des 3 familles qui vont se constituer partie civile. Se constituer partie civile, c'est tenter d'accéder à la vérité du drame. En tout cas, c'est évident que participer au procès pénal, ça a un vrai sens. D'abord parce qu'on le fait pour la mémoire de l'être qu'on a perdu. Ensuite, c'est une forme de reconstruction. Bien sûr, se reconstruire quand on a perdu un enfant, est-ce seulement possible? Mais être actif, participer, avoir le sentiment d'agir, c'est important pour les victimes. Très important. Parce que ces familles se sentent abandonnées, laissées de côté. Certaines comptent d'ailleurs écrire à Brigitte Macron et à la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes des propositions concrètes sur comment l'État doit prendre en charge les proches des victimes. En attendant, ces familles ont rendez-vous aujourd'hui à la mairie de Saint-Féliu-d'Aval. Le préfet des Pyrénées-Orientales sera là pour faire un point sur les premières indemnisations et sur la prise en charge psychologique. Chanel Petit, notez que plusieurs blessés restent hospitalisés ce matin. Pour certains, le pronostic vital est toujours engagé. Également dans l'actualité, l'appel au secours d'une famille d'otages. C'était il y a 1 an, le 24 décembre, au Mali. L'enlèvement d'une Française, Sophie Pétronin, 72 ans, à la tête d'une association d'aide aux orphelins. La dernière trace de vie remonte à l'été dernier. Une vidéo, mais pas de revendication claire. Et même si la famille est en contact régulier avec les autorités françaises, elle se dit démunie aujourd'hui. En Russie, Jean-Philippe, l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, est interdit d'élection. La colère d'Alexeï Navalny. Il voulait se présenter à la présidentielle du 18 mars prochain, mais sa candidature a été rejetée par la commission, officiellement à cause d'une condamnation judiciaire. Mais pour Navalny, aucun doute et pas de surprise, le dossier a été fabriqué. Il appelle au boycott du scrutin. À Moscou, la correspondance d'Elena Volochine. 12 voix contre sa candidature et 1 abstention. Alexeï Navalny n'attendait rien d'autre de la commission électorale russe. Alors, avant le vote, face à ses membres, il n'a pas mâché ses mots. En tant que personne qui vivait, pardonnez-moi, à mon crochet, j'attends de vous, moi qui paie mes impôts, que vous fassiez votre travail et que vous preniez la décision qui s'impose à vous au regard de la loi. Mais la décision était courue d'avance et malgré elle, Navalny ne lâchera rien. Une quantité énorme de gens n'ira pas à cette élection et la boycottera activement. Et je vous assure que personne ne reconnaîtra ni le processus électoral, ni le résultat de cette élection. Un appel à ces milliers de soutiens à travers le pays qui a résonné sur Internet, car l'opposant est boycotté par les médias grand public inféodés au Kremlin. Face à la machine à propagande de Vladimir Poutine, le bras de fer est largement inégal. Mais pour Navalny, cette décision n'est qu'une étape et il promet n'avoir pas dit son dernier mot. À Moscou, Elena Volochine, Europe 1. Et toujours à l'étranger, Benjamin Netanyahou satisfait. Le Premier ministre israélien salue la décision importante, dit-il, du Guatemala, qui imite les États-Unis et veut transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et il y en aura d'autres, affirme Israël. Les autorités seraient en contact avec 10 pays, dont certains en Europe. De leur côté, les Palestiniens dénoncent un acte honteux et illégal. Europe 1, il est 8h04. Jean-Philippe Ballas. Également dans l'actualité de ce matin, la fronde des habitants de l'île d'Ouessant. Oui, les automobilistes en particulier, pas contents depuis qu'ils ont appris qu'ils devraient bientôt se soumettre au contrôle technique. Ils en étaient dispensés jusqu'alors, il y avait une dérogation. Mais le nouveau sous-préfet de Brest veut changer les règles. Question de sécurité routière, dit-il. Nous partons sur la route des Insulaires avec notre correspondant François Coulon. Ouessant n'est pas une île de non-droit, tempête le sous-préfet de Brest depuis 25 ans. C'était pourtant le cas par dérogation préfectorale, exemption du contrôle technique. L'annonce de son entrée en vigueur hérisse le poil ouessantin. Pauline Quentin. Il faut venir vivre à Ouessant pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'une voiture neuve pour faire 2 kilomètres.
faire les courses, aller à la pêche. De là à embêter 500 poilus l'hiver, c'est inutile. Cet argent-là pourrait servir à autre chose. La prise en charge d'un accident par l'assurance serait problématique en l'absence de contrôle technique, plaide le sous-préfet Julien Favé, chauffeur de taxi. Alors on nous dit jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui va faucher une colonie de vacances, jusqu'au jour où. En attendant, il n'y a pas eu d'accident depuis 2009 là, sur une île qui fait 8 km par 4. Il y a des routes ici, il y a des trous énormes dedans. Il y a peut-être quelqu'un à payer plutôt pour aller réparer un petit peu les routes, ce qui déjà occasionnerait un petit peu moins de sévices pour les voitures. Alors l'unique garagiste de l'île a du mal à se frotter les mains, beaucoup de réparations à venir certes, mais il devra financer les contrôles de sa vingtaine de voitures de location. Reportage François Coulon. Et puis peut-être une ancienne star du foot à la tête du Liberia, c'est le second tour de la présidentielle. Avec un favori, Georges Weah, ballon d'or, passé notamment par le PSG, il est aujourd'hui sénateur. Europe 1. Il est 8h08, Maxime Switek. La suite du journal avec Jean-Philippe Ballas et cette histoire de boulanger, ce boulanger d'Auvergne qui part en combat contre le géant Facebook. Oui, on vous parle souvent des fake news, ces fausses informations qui circulent sur le net. Eh bien, voici la mésaventure de ce commerçant de Bourg-Lastic en Auvergne. Il assigne Facebook en justice à cause d'une page créée clairement pour faire fuir sa clientèle. Il y a de vraies photos de sa vraie boulangerie sur la page, mais mélangées à d'autres peu ragoûtantes. Une page créée par qui ? Là est toute la question. Le récit de Marguerite Lefebvre. C'est un client fidèle qui a alerté son boulanger. Au printemps dernier, sur Internet, il tombe par hasard sur la page Facebook de la boulangerie, ou du moins une page qui y ressemble. L'adresse est la bonne, la devanture est bien celle de Philippe Serrami, mais les photos de l'intérieur, en revanche, n'ont pas grand-chose à voir. Des photos où on voit une étiquette de pain au chocolat surgelé qui ne correspond pas du tout à mes standards de fabrication. Des photos où c'est un bordel organisé, des vêtements partout dans un vestiaire. Tout ça est organisé dans un seul but, c'est nous nuire. On connaît à peu près tous nos clients. Il y a des gens que je n'ai pas vus, je me mets à leur place. Le boulanger contacte aussitôt son avocate. Ensemble, ils tentent de joindre Facebook pour faire bloquer la page. Et on nous répond quelques temps après que pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Tout ceci correspond aux standards de leur politique et basta, quoi. Facebook France ne peut rien gérer. Débrouillez-vous avec Facebook Irlande. Et il a fallu 5 mois de combat par traducteurs interposés pour que la page en question soit bloquée. Désormais, Philippe Serrami a un autre objectif. Il veut connaître le nom du coupable, de celui qui a créé cette page pour nuire à son commerce. Ce sera tout l'objet de l'audience qui se tiendra fin janvier. Marguerite Lefebvre, un mort et 2 blessés par balle hier à Marseille, fusillade dans un bar du quartier Nord. Sans doute un règlement de compte. La victime est un homme de 26 ans, 13e victime à Marseille pour l'année 2017. Elle agace les uns et fait sourire les autres. En tout cas, l'histoire est très commentée sur fond de laïcité. En Gironde, à la mi-décembre, 83 élèves d'une école primaire de Langon ont eu droit à une séance de cinéma écourtée. Il s'agissait d'un dessin animé américain, L'Étoile de Noël. Il raconte la nativité, la naissance de Jésus. Ce qui avait manifestement échappé aux enseignantes, elles ont précipitamment quitté la salle avec les enfants. Jeanne Bergaoui. L'Étoile de Noël, c'est l'histoire de Beau, un petit âne qui rêve d'aventure. Un jour, il prend la route en compagnie d'une brebis, de 3 chameaux et d'une colombe. Tous suivent alors l'étoile. Venez découvrir l'histoire du premier Noël, d'un point de vue totalement nouveau. Déborah! Cyrus! On devait tourner à gauche de désert plus tôt. Derrière cette épopée animalière, le film raconte en fait la naissance de Jésus et le voyage de Marie et Joseph en direction de Bethléem. Une thématique suggérée jusque sur l'affiche où l'on y voit une crèche. Pourtant, les enseignantes ont été surprises par la teneur de l'histoire. Elles n'avaient pas visionné le film. Le directeur du cinéma de Langon avoue lui aussi ne pas l'avoir vu avant la projection scolaire. Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent une décision délirante, d'autres une radicalisation laïque. C'est étonnant que les enseignants découvrent au milieu d'un film intitulé L'Étoile de Noël qu'il s'agisse de l'histoire de la nativité. Jeanne Bergaoui. Le réveillon de Noël, justement, il est à peine passé qu'il faut déjà se préparer à celui du Nouvel An. Alors, vous avez peut-être fait quelques excès et vous avez peut-être décidé de vous mettre à la diète totale cette semaine. De toute façon, c'est pas une bonne idée, Maxime. Comme nous l'explique le docteur Laurence Plumet, elle est nutritionniste. Entre 2 repas de fête, non, ça n'est pas une bonne idée de faire une cure détox ou de jeûner. Premièrement, on provoque des carences, donc on se fatigue, ce qui est un peu inutile. Et puis, deuxièmement, en habituant son corps à la restriction calorique, finalement, on modifie ses métabolismes. Et lorsqu'on se remettra à manger davantage, on risque de reprendre du poids ou plutôt d'en prendre beaucoup plus vite que si on n'avait pas jeûné avant. Donc, en fait, il faut tout simplement manger sain, gourmand, varié, équilibré,
sans être dans le yo-yo, c'est-à-dire soit dans le tout, soit dans le rien. Concernant l'alcool, effectivement, je recommande de s'ensevrer entre les 2 périodes de fête et d'être plutôt sur des boissons de type thé, tisane, bouillon, potage, pendant et entre les repas, pour éviter de trop surcharger son foie. Voilà, une tisane et un potage propos recueillis par Benjamin Lévesque. Et Oli. Nous allons dans le nord de la Bourgogne, dans un journal avec une belle idée, une comédie musicale pour raconter l'histoire d'un village. Nous partons à Migé, petite commune de 500 habitants où chacun s'improvise acteur, chanteur. Un reportage qui fait du bien avec Mélanie Nounès. Au cœur de ce bourg, aux maisons anciennes, un tambourin résonne. Corinne est une enfant du village et aujourd'hui, coach vocal. Les rossignols avec les rossignols et les corneilles avec les corneilles. On est des amateurs, hein, je sais même pas la voix que j'ai. On essaye d'y mettre plein de cœur. On rend les gens joyeux. On incarne ce qu'on chante. Il suffit pas de chanter, il faut être. Attention, on y va. Migé est un charmant village de la joie, de la bonne. Sur le fond, c'est l'histoire de notre village. On s'est attribué un rôle. Je vais être le sauveur du village, médecin. Isabelle, 84 ans, incarne sa propre histoire. Quand je venais à Migé, que j'étais toute jeune, j'allais laver au lavoir. Parce que j'avais pas de machine à laver. La brouette, elle y est toujours au lavoir. C'est quoi l'objectif pour vous Moi, c'est pour faire vivre le village. Le sujet, c'est la vie du village depuis nos mémoires. Je raconterai pas mes amours, ça c'est secret, ça se dit pas. Mais je raconterai des choses amusantes. Assis près d'elle, Hervé, son amour de jeunesse qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Migé, Mélanie Nounès, Europe 1. On pourrait faire un spectacle musical à Europe 1. Vous auriez quel rôle? Joker. C'est mieux, je pense. Merci Jean-Philippe Ballas.